Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Louis Rastoin. Voilà, donc Jean-Louis nous fait le plaisir de venir participer à cette web TV. Donc Jean-Louis est économiste spécialiste de l'alimentation mondiale. Hein, vous me dites, voilà, professeur émérite à Montpellier Supagro, créateur de la chaire UNESCO en alimentation à l'Académie d'agriculture. Je ne sais pas trop ce que c'est l'Académie d'agriculture. C'est une académie, c'est en dessous de l'Académie française. Ah. Donc ça rassemble des spécialistes de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Voilà, il anime le comité de rédaction d'une revue qui s'appelle Système alimentaire. Et enfin, il a écrit plusieurs bouquins, dont un dernièrement qui s'appelle La sécurité alimentaire mondiale. Voilà. Son job, pour faire court, c'est les systèmes alimentaires de la fourche à la fourchette, pardon. Je dirais de la semence aux déchets alimentaires. Voilà. C'est encore plus long, la filière est encore plus longue. Donc, je vais taire votre âge. Enfin, disons que je suis un retraité déjà expérimenté. Un retraité très actif. Oui. 4 enfants, 4 petits-enfants. Oui. Un déplacement par semaine pour faire une conférence en France ou à l'étranger. Oui, à peu près. À titre personnel, vous aimez beaucoup nager. Exact. Même en hiver. Oui. Vous faites du vélo. Oui. Bon vivant, amateur de bon vin, de bonne chair. Tout à fait. Cigare. Ah, oui. C'est pas très bon pour la santé. Malgré la vie médicale, ma fille est médecin, mais elle n'arrive pas à me convaincre d'abandonner le Havane. Voilà. Au niveau de la lecture, donc vous aimez Philippe Tesson. Ah oui, 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 oui. J'aime Philippe Tesson pour l'aventure, le parcours du monde, etc. Je pense que ses idées politiques, quand même, sont à nuancer. Pourquoi ? Moi, je suis un grand amateur de Philippe Tesson. Oui. Bon, il est très proche du régime russe. Ah, d'accord, oui. J'avais pas remarqué. Vous n'avez pas lu son dernier bouquin sur la retraite de Russie? Si, je l'ai lu. Ah, oui, c'est formidable. Mais là-dedans, il y a des évocations, il y a de grandes sympathies pour le régime russe, comme notre ami Depardieu aussi. C'est un peu la même chose. Donc, quelque part, ça interpelle. Chacun est libre de ses opinions, mais ça interpelle. Ah, d'accord. Et vous aimez aussi les grands auteurs américains, Philip Roth et Jim Harrison. D'autres ? Oui, Harrison, c'est mon préféré. Et puis, il y a les anciens qui ont beaucoup écrit sur l'environnement, les grands espaces, etc. Mais mon préféré, c'est Harrison. Je trouve que c'est un écrivain génial. Donc, on va commencer par la une du numéro 809 de La Glorieuse. On revient sur les loyers commerciaux qui flambent à Odysseum, plus 50, plus 70%. Les commerçants s'arrachent les cheveux. Ensuite, un article de Georges Roch sur la Méditerranée, notre lien commun. Un article politique sur Génération S34, insoumis en politique. C'est les autres insoumis. Ça vous parle, Génération S? Non, pas tellement. Qu'est-ce que c'est? Hamon. Ah oui, oui, d'accord. C'est son parti. Oui, oui, très bien. Enfin, c'est ce qui reste du Parti Socialiste. Oui, oui. Je suis pas réservé, de commentaire. Je suis réservé aussi. Et ensuite, un article sur comment les retraités actuellement passent à la casserole. Ah oui, ça, alors là, moi, je suis bien placé pour le confirmer. Un commentaire? Bah, écoutez, non, enfin, moi, je n'ai pas à me plaindre, parce que j'ai une retraite tout à fait correcte. Mais les petits retraités, ceux qui ont des retraites modestes, c'est vrai qu'ils trinquent. Et c'est choquant, parce que l'argent est distribué à d'autres qui en ont moins besoin. Voilà, donc on va commencer l'entretien. Vous lisez La Glorieuse? Non, malheureusement, je lis pas, surtout faute de temps, si vous voulez. J'ai du mal à lire Le Monde tous les jours, et ça me sert comme outil professionnel. Donc, je lis Le Monde, Télérama, Le Nouvel Obs, etc., mais vraiment en diagonale. Hein. D'accord. Mais je vais faire l'effort de consulter La Glorieuse, évidemment. Merci. Donc le monde moderne est construit autour de la synthèse de la molécule du pétrole. Oui. Oui. L'emploi agricole dans le monde, c'est 40%. En France, c'est 3%. Pourquoi cette chute de l'économie rurale? Mais écoutez, ça s'explique par le processus d'industrialisation de tout le système alimentaire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, de la fourche
à la fourchette, tout est industrialisé. Alors il y a l'agriculture maintenant avec la mécanisation, l'agrochimie, etc. L'industrie alimentaire, ce sont des usines de plus en plus grandes. La plus grande usine d'Europe de yaourt, elle sort 1 million de yaourts par jour, près de Grenoble, c'est immense. Hein. La distribution alimentaire, c'est devenu une industrie, avec les hypermarchés, etc. Hein. La restauration, lorsqu'on parle de fast-food, c'est aussi une industrie. Donc la généralisation de ça, ça fait dériver les emplois depuis l'agriculture, donc les zones rurales, etc. Puisqu'on a mécanisé, il n'y avait plus besoin d'autant de monde dans les campagnes. Et heureusement, il y a une compensation parce que l'industrie alimentaire a des effectifs stables. En France, il y a 600 000 salariés dans l'industrie alimentaire depuis 30 ans, ça ne bouge pratiquement pas. Alors que dans l'industrie manufacturière, on a perdu 3 millions d'emplois en 30 ans. Et les gens aussi sont allés vers les services. Hein, notamment le commerce et la restauration, c'est quelque chose qui est très demandeur d'emploi. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, alors qu'il y a un chômage qui frôle encore les 10%, eh bien, on n'arrive pas à satisfaire les demandes des commerçants, des artisans et des restaurateurs, demandent de main-d'œuvre. Par exemple, il y a une tendance, c'est que les jeunes s'expatrient et vont à Londres travailler dans les restaurants. Comment vous l'expliquez ça Écoutez, alors qu'on ne trouve pas des emplois en France. C'est vrai, je pense que... Bon, ils sont mieux payés peut-être. Il y a peut-être un différentiel de salaire, mais c'est pas vrai. C'est surtout que le dispositif réglementaire de recrutement en Angleterre est beaucoup plus souple qu'en France. En France, c'est quand même long. Et puis, on peut faire des CDD, mais il y a quand même une préférence pour les CDI, etc. Donc, et puis les jeunes, je crois que il faut encourager. Ils vont voir du pays, ils vont apprendre une autre langue, etc. Ça leur sert dans leur parcours professionnel. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire ? Alors la sécurité alimentaire, en simplifiant beaucoup, c'est assurer à l'ensemble d'une population, dans un pays au niveau mondial, une alimentation en quantité suffisante, de qualité suffisante et conforme à leur tradition alimentaire. En gros, ça signifie qu'il faut assez de calories, il faut un équilibre entre les protéines, les glucides et les lipides, c'est-à-dire entre les composants alimentaires, et puis il faut aussi, comment dirais-je, laisser les gens manger ce qu'ils ont l'habitude de manger, et pas leur imposer par des moyens divers la junk food internationale. C'est-à-dire les pizzas avec du fromage synthétique, les hamburgers, les sodas, etc. Tout ça n'est pas bon pour la santé. Mais alors pourquoi les gens se précipitent vers ça ? Pour deux raisons. D'abord, c'est pas cher. La junk food n'est pas chère. Et ça remplit le ventre et ça calme la sensation de faim. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les calories vides. Et la deuxième raison, c'est que c'est très pratique. On peut manger rapidement, n'importe où, il y a toujours un fast-food à proximité, etc. Donc c'est la praticité alimentaire. Donc tout ceci fait que l'alimentation industrielle gagne du terrain. Et en même temps, c'est un renoncement à la cuisine traditionnelle, aux plats traditionnels, qui très souvent sont très adaptés à l'écosystème. On va en reparler après sûrement de l'écosystème, c'est-à-dire la qualité des sols, le climat, etc. Est-ce qu'on mange bien en France ? Oui, en France, bien sûr. En France, il y a une des meilleures alimentations au monde, hein, si vous voulez. On peut... Enfin, il y a junk food aussi, c'est le pays du monde où, non, mais quand même, où McDonald's a la plus grosse part il y a eu des études cliniques qui ont montré ce qu'on appelle le French paradox. Le paradoxe français, c'est que les Français mangent du foie gras, etc. Et le taux d'obésité reste faible, même s'il a tendance à progresser actuellement. Et ce qui caractérise l'alimentation française, comme d'ailleurs l'alimentation italienne, ce sont deux cuisines excellentes, c'est la diversité, l'abondance des fruits et légumes, l'abondance des céréales, etc., les fromages, la viande, le vin aussi, un petit peu de vin. Qu'est-ce que l'alimentation durable ? Alors l'alimentation durable, c'est un concept, si vous voulez, qui part de la sécurité alimentaire pour tous, donc avec le volet quantité, qualité et culture, et aussi avec un volet, mais ces aliments qui sont bons pour la santé, en même temps, ils doivent être respectueux de l'environnement et socialement équitables. C'est ça le durable.
le trépied du développement durable, c'est la santé et l'équité sociale. Deuxièmement, la protection de l'environnement. Et troisième, la performance économique. Comment répondre aux défis alimentaires du XXIe siècle? Bon, écoutez, bon, c'est très véhiculé par les médias et les hommes politiques, mais je ne sais pas si vraiment il y a un défi. Parce que si je regarde les chiffres, aujourd'hui, en 2018, il y a trop de calories par personne produites. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle les disponibilités alimentaires. C'est toute la production alimentaire mondiale, moins les déchets, etc., les utilisations non alimentaires, etc. Aujourd'hui, la moyenne mondiale est proche des 3000 kilocalories par tête et par jour. Et les nutritionnistes vous disent, mais avec 2000, parce qu'on est devenu des sédentaires, etc., avec 2000, ça suffirait largement. Bon, le drame, évidemment, c'est que les Américains et certains Européens sont proches de 4000 kilocalories. Et là, c'est la question de l'obésité, etc. Mais en Afrique, notamment en Afrique au sud du Sahara, on est en dessous des 2000. Donc, il y a un problème de répartition de nourriture et donc de lieu de production de la nourriture, beaucoup plus qu'un problème de quantité. Quand vous lisez qu'il va falloir augmenter la production alimentaire mondiale de 50%, ce n'est pas vrai, si je regarde la production mondiale. Mais ce qu'il faut, c'est par exemple en Afrique au sud du Sahara, où il y a des carences alimentaires, il faut développer la production alimentaire là, et non pas continuer à la développer dans nos pays. Bon, tout ça est basé sur, évidemment, la globalisation des marchés, etc. Parce que, oui, vous parlez de nocivité de l'agriculture et de l'industrie, enfin l'agriculture industrielle, Oui. on peut dire ça comme ça? Non, non, je crois qu'il faut être nuancé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des externalités ou des impacts négatifs, actuellement. Mais je voudrais resituer ça dans un contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en 1900, près des années 1960, lorsqu'on a fait le marché commun agricole? L'Europe était fortement déficitaire en aliments. Et il y avait des revenus agricoles qui étaient très faibles, le travail agricole était pénible, etc. Donc le marché commun agricole, et plus tard la politique agricole commune, la PAC, est fondée sur le premier pilier, c'est l'objectif d'autosuffisance alimentaire de l'Europe. Le deuxième pilier, c'était la parité des revenus entre l'agriculture et le reste des secteurs, puisque les revenus agricoles étaient plus faibles que dans l'industrie ou les services. Donc c'était entièrement justifié à l'époque d'intensifier la production agricole pour l'augmenter. Et mes collègues chercheurs, scientifiques, eh bien, ont vu que si on mettait 100 unités, 200 unités, 300 unités d'azote à l'hectare, mais c'est de l'azote de synthèse qui est issu du pétrole, eh bien, les rendements s'envolaient. Si on guérissait les maladies des plantes avec les pesticides, le rendement augmentait puisque la récolte était plus importante. Donc c'est tout ça l'industrialisation de l'agriculture, et ça a permis, encore une fois, à l'Europe d'augmenter sa production, d'être autosuffisante, et même de devenir une grande puissance, c'est la deuxième puissance, la première même puissance mondiale exportatrice. Donc il y a eu des résultats. Bon, en plus, il faut ajouter à l'actif de l'industrialisation de l'agriculture que ça a accompagné l'urbanisation, la réduction du temps de consommation alimentaire à cause de la journée continue de travail, le travail féminin, etc. Et pour accompagner ça, il fallait des plats préparés très rapidement. Donc, en gros, je simplifie, c'est le plat cuisiné que je mets au micro-ondes, 3 minutes. Et j'ai un repas qui est là avec la viande, les légumes, etc. Bon, le gros problème, c'est que, et moi-même, je suis ingénieur agronome, par ailleurs, et je me souviens des enseignements dans les années 60-70, les professeurs d'agriculture disaient, mais c'est la seule voie possible. À aucun moment, on a prononcé le mot dégâts sur l'environnement, ni dégâts sur la santé humaine. C'était quelque chose dont on n'avait absolument pas conscience, ou si certains le savaient, ils n'étaient pas écoutés. Cette prise de conscience, donc, elle a lieu depuis quand? Elle a lieu au tournant des années 1990. Moi, je situe ça au sommet mondial de Rio sur la planète, sommet de la planète à Rio en 1992. Et pourquoi en France il y a deux types d'agriculture? Il y a une agriculture intensive qui vit, et puis il y a des niches, dans le vin entre autres et ailleurs,
Mais il y a énormément d'agriculteurs qui ont du mal à vivre. Oui, absolument. Mais c'est peut-être même la majorité dans ce oui. pays. Bon, encore une fois, si vous voulez, l'agriculture, le modèle technico-économique de l'agriculture industrielle, qui a montré donc ses effets positifs, comme je l'ai indiqué, eh c'est une machine très lourde, qui avance comme ça, très difficile de la réorienter. Aujourd'hui, toutes les études montrent, enfin elles convergent pour dire que cette agriculture très intensive, elle est mauvaise pour la santé et l'environnement. Donc il faut changer complètement de formule. Il faut changer de formule technique et arrêter avec les engrais de synthèse, arrêter avec les pesticides, etc. Et puis aller vers l'agroécologie. Ça, c'est un point extrêmement important. Mais si vous êtes agriculteur depuis 30 ans, la moyenne d'âge des agriculteurs en France, elle est à 55 ans, hein, elle est très élevée. Donc vous n'allez pas changer à 55 ans de modèle technique. C'est très très compliqué pour eux. Et en plus de ça, il y a des marchés très importants. Le marché des pesticides, c'est un marché énorme, hein, plusieurs milliards d'euros. Hein, c'est quelque chose de fantastique à l'échelle européenne. Donc les gens qui produisent les pesticides ont aussi un modèle d'affaires qu'ils ne veulent pas abandonner. Tant qu'ils gagnent de l'argent, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les stratégies de rente, épuisement des rentes. Tant que vous gagnez de l'argent avec un modèle économique, un modèle d'affaires, vous continuez. Alors, vous me parlez d'agroécologie, là, oui. c'est le modèle qui se dessine et qui va prendre la place d'une agriculture intensive, basée sur des rendements, des pesticides. Voilà. Ça veut dire quoi, cette agroécologie? Mais en gros, si vous voulez, c'est un peu comme au judo, on s'appuie sur quelque chose, sur un adversaire, pour rebondir et gagner la bataille. Là, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'écosphère, c'est-à-dire l'association d'espèces végétales, d'espèces animales, qui forment une écosphère, donc une biodiversité. Et lorsque vous parvenez à un équilibre dans ce milieu, eh bien, vous allez réduire considérablement ce qu'on appelle les bioravageurs, enfin les prédateurs des plantes ou ceux les prédateurs qui causent des maladies aux animaux, etc. Hein. Donc ça, et alors en plus, ça a une autre vertu, l'agroécologie, c'est que c'est des puits de carbone. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut réduire les émissions de carbone. Eh bien, plus il y a un couvert végétal permanent, et plus vous avez de pièges à carbone. Voilà. Donc il faut aller vers ça. Et l'agroécologie, ça consiste, dans un pays comme la France, de passer à peu près, pour les grandes cultures, le blé, les betteraves, etc., c'est 6 mois d'occupation, même un peu moins, des sols par an. Et le reste du temps, la terre est nue. Donc les spécialistes d'agroécologie vous disent qu'il faut faire des cultures intermédiaires, des cultures intercalaires, etc., pour que pendant 12 mois sur 12, il y ait un couvert végétal. Bon, ça a l'avantage justement d'être un gisement pour les bioprédateurs, ceux qui vont attaquer les maladies, hein, plutôt les transmetteurs de maladies, les champignons, les insectes, les mauvaises herbes aussi. Il y a une régulation qui se fait au bout d'un certain temps. Bon, ça prend quand même plusieurs années. Hein. Et donc vous allez avoir d'une part une réduction des coûts, puisque vous n'allez plus acheter d'engrais, de pesticides, etc. Et d'autre part, vous allez améliorer considérablement la qualité des aliments, puisqu'il n'y aura plus tous ces résidus qu'on trouve actuellement. Pourquoi la législation sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens est-elle différente d'un pays à l'autre dans l'Europe? Ah non, non, c'est pas différent. Hein. Il y a une réglementation générale pour toute l'Union européenne, et puis ensuite, il y a des respects plus ou moins importants selon les pays. On ne peut pas dire que la France soit le premier de la classe en matière de respect de la réglementation européenne. On traîne des pieds pour se mettre au niveau de la réglementation européenne. Et c'est le cas de plusieurs pays. C'est pour ça que souvent on dit mais les législations sont différentes sur l'ONU. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Par exemple, sur le glyphosate, les agriculteurs d'ici vont se fournir en Non, mais là, vous avez bien vu, il y a eu un débat au Parlement européen et la Commission a dit qu'il y aurait du glyphosate jusque, je ne sais plus, en 2022 ou 2023. Hein. Et donc c'est ça c'est la décision européenne. Mais ensuite, alors, si vous voulez, au nom du principe de précaution, etc., c'est là qu'il peut y avoir des différences entre législations. Par exemple, la France est parfaitement habilitée à dire « moi, je vais arrêter le glyphosate en 2020 ou 2021 hein, », avant la date fatidique de l'Union européenne. Que vous inspire l'affaire des bébés sans bras qui sont nés dans l'air?
Vous avez suivi là, les pesticides j'ai mal suivi, je ne sais pas. Être à l'origine de ces malformations. Bon, je ne connais pas ça en particulier, mais il y a un autre scandale qui a éclaté il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire du sodium, là, enfin, je ne me souviens plus du nom exact. Il y a un pesticide qui est utilisé en culture maraîchère et culture fruitière qui est extrêmement dangereux pour la santé, dont les conditions d'utilisation sont très réglementées et pas toujours respectées par les agriculteurs. Donc là, ça cause des maladies respiratoires, enfin des choses de ce genre. Hein. Mais il est certain, si vous voulez, maintenant on a des preuves cliniques, hein, scientifiques très très nombreuses, que toutes ces substances qui sont utilisées à des doses très importantes hein, ont un impact sur la santé, à plus ou moins long terme, etc. Et puis ce qui est très dangereux, c'est les cocktails, ce qu'on appelle les cocktails. C'est-à-dire les associations de ces substances entre elles peuvent provoquer des maladies qui sont graves, notamment des cancers ou des problèmes de réduction de la fertilité masculine, etc. On a... Bon, mais je dois dire quand même, parce que si vous voulez, dans ce débat, le chercheur, il essaye de regarder les différentes opinions. Pourquoi les agriculteurs se sont emparés de cette technique? Parce que ça réduit le risque de perte de récolte pour eux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent avec le glyphosate actuellement. Hein. Et concrètement, là, pour un Montpelliérain qui veut... Qui achètent des salades, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de les épurer de tous ces produits? D'abord, vous achetez du bio. Enfin, oui. Parce que l'intérêt de la culture bio, c'est que on a limité très très fortement les substances de synthèse, sinon totalement. Donc il faut aller dans les supermarchés bio. Oui, vous pouvez, bien sûr. Alors, parce qu'il faut bien vérifier qu'il y a le label bio et le label français. Parce qu'il y a le label national et puis le label européen. Et sous la pression, notamment des Anglais, etc., les libéraux, les Hollandais, on a, comment dirais-je, relâché un peu les contraintes du label bio européen, qui est moins rigoureux, moins sévère que... Et d'ailleurs, en France, vous savez que les puristes du bio ont dit même le label français n'est pas suffisant, et donc ils ont créé un autre label, mais qui n'a pas beaucoup de notoriété pour l'instant. Que pensez-vous du départ de Nicolas Hulot, là, du ministère de l'Environnement? Écoutez, je trouve que c'est désolant, et puis... Alors ça pose le problème, si vous voulez, des horizons de décision des politiques. Hein, parce que, évidemment, Hulot, il l'a bien expliqué, lui, il raisonne pour une ou deux générations plus loin, puisqu'il y a l'histoire de l'impact environnemental, etc., tout ce qu'on vient de mentionner, l'impact sur la santé, et ce n'est pas compatible avec les agendas politiques, parce qu'ils sont rythmés par les mandats électoraux. En France, c'est 4, 5, 6 ans, hein, 4-5 ans. Voilà. Et il y a autre chose de très important aussi, c'est que, en fait, la gouvernance dans un pays comme la France, hein, les États-Unis, le Canada, enfin, vous pouvez prendre tous les pays riches, et même les pays pauvres d'ailleurs. En fait, c'est comment dirais-je, un équilibre entre les forces politiques et les forces financières. Ah, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers, en fait, ce sont les vrais propriétaires des très grandes entreprises. Nestlé, etc. Tous les géants de l'agroalimentaire, ils sont dans les mains de fonds spéculatifs financiers. Et ces fonds-là, ils veulent, comme j'ai indiqué tout à l'heure, épuiser la rente. C'est-à-dire maximiser les profits à court terme. Donc il y a une convergence du court-termisme entre les politiques et entre les financiers. Alors, revenons sur la loi alimentation là, qui a été votée le 2 octobre dernier. Elle a accouché d'une souris en matière donc, de rétribution des agriculteurs et elle a presque abandonné le concept d'alimentation durable. Oui, c'est ça, on peut dire que c'est décevant. Il y a eu une opération, à mon avis, très intéressante, même si elle a été menée de manière beaucoup trop centralisée, ce sont les États généraux de l'alimentation. Et là, je reviens à Hulot, le dossier était chez Nicolas Hulot. Et puis, du fait des pressions des lobbies agricoles, il est passé au ministère de l'Agriculture chez Stéphane Travert. Mais à partir de ce moment-là, on pouvait dire que les cartes étaient distribuées. Hein. Et alors, bon, il y a quand même eu une grande concertation. Les ateliers ont fait des rapports tous très intéressants. Mais ensuite, quand ça passe au Parlement, c'est là que les lobbies interviennent. Et il y a eu une flopée d'amendements. En particulier, ce qui heurte le plus en ce moment, c'est l'histoire du glyphosate. Et les députés de LRM sont attaqués là-dessus parce qu'ils n'ont pas voulu inscrire dans la loi la fin du glyphosate. Voilà.
Alors, revenons aussi sur le rapport là, qui dit qu'il faut passer de 400 ingrédients dans la... et colorants, arômes, texturants, bidule, machin chouette, dans l'alimentation à 40. Oui, c'est un rapport parlementaire que j'ai feuilleté, il est énorme, hein, j'ai fait plusieurs centaines de pages. Ils ont consulté 200 experts, enfin c'est un travail qui a été mené très sérieusement. Et évidemment, ils sont tombés sur ce problème de ce qu'on appelle l'ultra-transformation des aliments, ou les aliments ultra-transformés. C'est quoi? Ce sont des aliments qui sont artificialisés à l'extrême, d'abord pour être conservés le plus longtemps possible, mais ensuite pour avoir de l'appétence. C'est-à-dire, l'appétence, elle vient des cinq sens. Hein. Notamment, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut que ce soit très sucré ou très gras ou très salé, et puis il faut des texturants pour que ce soit craquant, etc. Il y a un tas d'ingrédients de synthèse qui permettent de designer, comme on dit, c'est-à-dire de concevoir des aliments qui répondent à toutes les attentes des consommateurs vues par les services marketing. Voilà. Et donc, et parmi ces 400 substances, la grande majorité sont des substances nocives pour la santé. Il y a des suspicions de risques pour la santé humaine. Et donc, évidemment, il faut les diminuer très fortement. Là, on passe de 400 à 40. Et là, ça ne plaît pas du tout aux industriels de l'agroalimentaire qui, encore une fois, ont des modèles technico-économiques qui sont rodés. Ils ont investi pour avoir des machines qui utilisent ces ingrédients, etc. Et ils ne veulent pas abandonner ça tant qu'ils gagnent de l'argent avec. Voilà, donc ensuite, on revient toujours sur ces problèmes de santé. À 50% des décès sont dus à une mauvaise alimentation. Oui. Oui, on peut dire ça. Entre les sucres, les corps gras et le sel, en fait la malbouffe. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a deux types de maladies alimentaires. Il y a d'une part les maladies infectieuses qui sont données par une contamination des aliments par des bactéries. Hein. Bon, dans le temps, il y avait le botulisme, vous savez, les boîtes de conserve bombées. Si on mange ça, on meurt très rapidement. Hein. C'est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est des maladies infectieuses qui sont en voie de régression dans le monde entier, mais qui restent très très importantes dans les pays du Sud, et qui provoquent les toxi-infections alimentaires. Bon, je donne un chiffre, moi, qui m'interpelle beaucoup, et encore une fois, ça résulte du modèle industriel, donc il ne faut pas trop critiquer non plus. En France, en 1950, il y avait 150 000 morts par toxi-infection alimentaire. 150 000. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 150. Donc on a fait un progrès immense grâce à la médecine, à l'hygiène, à la maîtrise des technologies alimentaires, etc. Donc ça, c'est les maladies infectieuses. Mais à côté de ça, et c'est ça qui est le fléau le plus redoutable aujourd'hui, c'est les maladies chroniques d'origine alimentaire ou non transmissibles, à la différence des maladies infectieuses, qui sont contagieuses, hein, comme le nom l'indique. Là, ces maladies, si vous voulez, l'archétype, aujourd'hui, c'est le surpoids et l'obésité, qui créent des terrains très favorables aux maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Et derrière ça, vous avez une autre maladie qui émerge, dont on parle moins, mais qui touche aussi la France, c'est le diabète de type 2. Il y a aujourd'hui 600 millions de personnes qui sont malades dans le monde du diabète de type 2. Et ce diabète, c'est un fléau épouvantable qui vient d'une mauvaise alimentation, un déséquilibre alimentaire, et qui coûte très très cher à traiter. D'accord. Bon, alors on va terminer par les deux dernières questions. D'abord la question langue de paye. Trouvez-vous choquant que les universitaires, comme vous, fonctionnaires, travaillent comme conseillers pour les multinationales? Non, écoutez, ça doit être très encadré. Hein, ça doit être très encadré. Pour les lobbies aussi. Oui. Non, mais là c'est l'histoire des conflits d'intérêts. Mais ce qu'il faut dire en France, dans la recherche publique, vous avez les postes qui sont assurés. Bon, à l'INRA, il y a plusieurs milliers de chercheurs qui sont des fonctionnaires. Mais les budgets de fonctionnement des laboratoires sont insuffisants. Et donc on passe des contrats avec les grandes firmes agroalimentaires pour mettre au point des nouvelles technologies, etc. Et ce sont ces contrats qui permettent, du fait de l'insuffisance des fonds publics, aux laboratoires de fonctionner. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est admis, qui est inscrit d'ailleurs dans les textes sur les enseignants-chercheurs, etc. Ce qui n'est pas admis, c'est, disons, le tronquage de la vérité scientifique, ou le mensonge par omission. Et ça existe malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a certains universitaires qui acceptent d'écrire des articles où
l'objectivité scientifique n'est pas garantie. Et on a vu ça notamment dans le dossier du glyphosate. Aux États-Unis, on a vu ça il y a plus longtemps. Le premier scandale, ça a été le tabac. Puisque les grandes firmes de tabac, depuis des dizaines d'années, savaient, par des études scientifiques, que le tabac était nocif pour la santé, il était cancérigène. Mais ça a été mis sous le boisseau. Et ensuite, lorsque les critiques sont arrivées, etc., il y a eu des articles scientifiques qui ont dit mais non, c'est pas si grave que ça, etc. Et en fait, là, c'est la malhonnêteté scientifique. C'est ça qui est... On voit très souvent ça dans l'industrie pharmaceutique. Alors, il y a eu des scandales. Hein, Des scandales, il y en a eu... Oui, tout à fait. Oui, il y a eu des scandales dans l'industrie pharmaceutique et il y a des scandales dans l'industrie agroalimentaire, dans les systèmes alimentaires, avec la question des pesticides ou la question des ingrédients, etc. D'accord. Bon, on va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. Oui. Si vous voulez bien nous lire... Ah bon, il faut tirer au sort. Voilà. D'accord. À qui se fier dans les débats scientifiques, aux plus diplômés, aux plus pessimistes? Ah oui, ça c'est... Bon, mais ça rejoint ce dont on vient de discuter. Alors, je dois vous dire, dans cette communauté scientifique que je connais très bien, la très grande majorité des chercheurs font correctement leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont rigoureux, ils sont honnêtes, ils écrivent des articles qui sont évalués par les pairs, etc. Donc ça fonctionne bien. Mais il y a toujours une frange, vous savez, de déviants qui, eux, sont beaucoup moins scrupuleux dans leur recherche et qui arrivent à oublier des choses, vous voyez, dans des expérimentations. Ça, évidemment, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est du manque d'éthique, etc. Hein. Alors, vous n'avez pas vraiment répondu. Non, aux plus diplômés ou aux plus pessimistes. Ah oui. Alors, est-ce que les diplômes... Oui, je pense quand même que les diplômes, je ne peux pas dire autre chose en tant qu'universitaire, les diplômes, eh bien, c'est quand même une garantie de connaissances scientifiques. Et puis, c'est aussi une garantie de, comment dirais-je, de méthode dans l'analyse des problèmes, etc. Hein, tout ce que j'ai expliqué sur l'objectivité, etc. Et donc, je crois que c'est un point très, très positif. Hein. Évidemment, un chercheur chevronné, expérimenté, et un chercheur qui a une déontologie, sans doute écrira des choses plus pertinentes qu'un jeune chercheur qui démarre. Un doctorant, par exemple. Hein. Le premier stade de la recherche, c'est le doctorat. Et là, on tâtonne un peu parce qu'on manque d'expérience. Hein. Mais on est encadré par des anciens qui sont plus diplômés, etc. Alors, le pessimisme, il faut s'en méfier, hein, évidemment. Parce qu'il y a aussi, comment dirais-je, le noircissement des situations, amplifié par les médias, parce que dans votre métier, évidemment, on a aussi un intérêt à développer le volume des ventes, etc. Et il est certain que ce sont les événements alarmistes qui attirent plus de lecteurs que les événements un peu moins interpellants. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que le diplômé optimiste travaille pour les lobbies. Non ? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Non. Bon. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu caricatural par rapport à la réalité. Non, on aime bien caricaturer. Mais est-ce que... Non, mais il y a une bonne question qui est à la limite philosophique. Est-ce qu'un scientifique doit être optimiste ou pessimiste, hein? Parce que vous avez, d'une part, la science, avec ses méthodes, etc., sa rigueur, et puis d'autre part, vous avez l'individu, vous avez le citoyen, etc., où vous avez l'homme de la rue qui a ses sentiments, parce que l'optimisme et le pessimisme, c'est une vision du monde, en fonction de la personnalité, du caractère, etc. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses, et qu'on peut influencer, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cet échange très intéressant, souvent caustique, mais tout à fait passionnant.